Bonjour, bienvenue dans la série Science sur notre science. Donc nous allons maintenant discuter des stratégies utilisées pour se donner une certaine aura scientifique trompeuse. Les stratégies employées par la pseudoscience. Alors une première méthode simple est de qualifier sa discipline avec un suffixe qui est utilisé également dans des disciplines scientifiques. Par exemple, le suffixe logis, afin d'hériter de la même aura que peut avoir la biologie, la pharmacologie ou la géologie. On retrouve ainsi ce suffixe dans l'astrologie, la graphologie, la réflexologie, la futurologie, l'ufologie, la science et bien sûr la scientologie aussi. Alors, en médecine, on emploiera plutôt le terme pathie, comme homéopathie, ostéopathie, naturopathie, ou alors le suffixe thérapie, phytothérapie, lithothérapie, somatothérapie, etc., etc. La liste est longue parce que presque toutes ces disciplines pseudo-scientifiques emploient des suffixes de ce type. Une pratique qui est souvent rencontrée aussi est le détournement de titres. Alors ça peut être un détournement illégal, comme détourner le titre de docteur ou de professeur, ou un détournement qui n'a rien d'illégal, comme détourner le titre de chercheur qui n'est pas une appellation protégée. Ou alors d'utiliser des titres officiels, mais obtenus par des voies détournées. Certains cas sont célèbres. Citons par exemple Elisabeth Tessier, astrologue, qui a passé un doctorat de sociologie. Sa thèse traitait d'astrologie, mais sous le couvert de la sociologie. Cela a entraîné une assez grande polémique dans la communauté scientifique, et on a même soupçonné des soupçons de pression médiatique au niveau de l'université. Les disciplines pseudo-scientifiques créent aussi souvent des associations avec des noms impressionnants et très caractéristiques, tels que Centre européen de recherche et d'observation de... remplissez le blanc. Ou Institut de recherche sur... etc. Cela donne une apparence sérieuse. L'apparence d'une institution qui ferait un travail réellement scientifique. Mais en réalité, ces institutions ne sont soumises à aucun contrôle et n'ont aucun statut légal de leur caractère scientifique. Un exemple, c'est le Discovery Institute aux États-Unis, qui se présente comme un think tank scientifique et apolitique, fier du soutien d'un grand nombre de professeurs d'université. En réalité, ce n'est pas un institut de recherche, c'est un organe de communication pour le lobby des créationnistes aux États-Unis. Un autre exemple est la Fondation pour la recherche scientifique turque, qui est en réalité un think tank religieux, antidarwiniste, qui est dirigé par l'écrivain sulfureux, négationniste et créationniste Arunaya, qui a présenté, notamment sur Internet ou lors de conférences, de nombreuses thèses dites scientifiques, en fait pseudo-scientifiques, totalement farfelues parfois, mais face à un public qui n'est pas spécialiste, ça peut parfois passer. Depuis Internet, c'est beaucoup plus facile pour les pseudosciences. Alors, Internet est un outil formidable, ne crachons pas dessus. Je m'en sers. Il permet de créer un véritable village planétaire, des gens qui peuvent communiquer, et communiquer notamment des informations sérieuses, de la science,
etc. Mais en contrepartie, c'est un moyen de communication comme les autres, donc il permet aussi de transmettre de l'information pseudo-scientifique. On peut donc avoir de simples blocs qui appartiennent à une simple personne, qui n'ont rien d'une institution officielle, mais qui ont une apparence extrêmement impressionnante, qui peuvent donner l'impression d'être un organe de presse sérieux, qui va en particulier utiliser le marketing viral à travers les réseaux sociaux pour propager des informations fausses ou liées à leur pseudoscience. Par exemple, il y a le site conspirationniste NSBC International aux USA et ses émanations. Sur Internet, c'est très facile. Global Research au Canada ou Réseau International en France. Il crée des faux articles contre l'usage des vaccins avec le soutien d'études imaginaires ou obsolètes ou de scientifiques imaginaires ou qui n'ont de titre que le nom. De tels sites internet utilisent souvent des dénominations comme international. C'est trompeur. Ça donne une impression d'une grande institution à l'échelle planétaire, oui, à travers Internet. Mais en réalité, ces sites sont en général gérés par une toute petite poignée de personnes. Sans qualification pour les domaines scientifiques qu'ils vont toucher, et qui utilisent de nombreux pseudonymes pour rédiger les articles donnant l'impression d'un très grand nombre de personnes travaillant derrière cette vitrine. Autre point, dans les stratégies, notons que l'appel à la peur, c'est le cas par exemple des vaccins, ou à la compassion, sont des outils très puissants. Quand on parle de la santé, ça inquiète tout le monde, à juste titre. Quand on fait appel à la compassion en disant qu'un enfant est en danger, par exemple, qui va oser crier « c'est faux » et ça ne sera pas facile de vérifier. Donc, ce sont des outils qui sont fréquemment utilisés. Méfiez-vous. La pseudoscience, que ce soit à travers Internet, à travers des articles ou à travers des conférences, utilise souvent un ton emphatique et un vocabulaire scientifique. C'est impressionnant et ça permet de faire croire à un public non spécialiste de la valeur du discours. Ça permet de masquer souvent l'absence totale de sens. Cela a donné lieu même à une affaire célèbre. Sokal, qui a par après publié un livre Imposture scientifique, a beaucoup lutté contre ce phénomène des discours d'apparence scientifique, notamment dans le domaine de la philosophie, où il avait constaté que de nombreux articles avaient des tons emphatiques, utilisaient des termes scientifiques, mais étaient des articles complètement creux, sans substance. Donc, il a fait la même chose. Il a écrit un article complètement bidon, complètement faux. Il n'y avait rien dans cet article. Mais, de bout en bout, il a utilisé des phrases pompeuses et des termes scientifiques, tels que recherche herméneutique de... Vous imaginez. C'était très très bien ficelé. Extrêmement bien ficelé. À tel point qu'il a envoyé sa revue à Science, une des revues les plus prestigieuses au monde, et qu'ils l'ont accepté. Ça a été publié. Et puis il a dit, voyez ce qu'on a publié là? Le tissu de sottise. On ne pouvait plus le nier. Ça a fait un scandale terrible à l'époque, qu'on a appelé l'affaire Sokal. Alors, on ne peut pas dire qu'on lui ait vraiment jeté la pierre, et au contraire, ça a eu un effet positif. Parce que ça a permis d'attirer l'attention sur ce problème, et sur le besoin
de mieux contrôler les articles qui étaient soumis à publication. Les termes scientifiques qui sont utilisés dans ces discours d'apparence scientifique sont souvent des mots qui sont issus des sciences reconnues, validées, et connues peu ou prou du public, qui peut au moins les reconnaître comme étant scientifiques. Comme on avait cité tout à l'heure, avec le magnétisme, l'énergie, les fluides, on retrouve aussi des mots tels que force, cristal, onde, résonance, champ de forme, ou même le terme quantique. Beaucoup de gens savent que la mécanique quantique est une science compliquée, assez mystérieuse, qui s'occupe de phénomènes étranges dans le monde de l'infiniment petit, mais ils n'en savent pas plus, ils ne savent que ça. Et donc, qualifier de certaines choses de quantique peut faire très bien, très sérieux. Et c'est la source, par exemple, de certaines pseudosciences appelées mysticisme quantique. Une autre technique est l'attribution de certains produits ou de certaines pratiques à l'Orient. Donc, médecine orientale, ou chinoise, ou tibétaine, ou indienne. Ça fait appel à l'exotisme, à l'aura de mystère qui peut parfois y avoir dans l'Orient, au moins dans la culture populaire occidentale, et bien souvent les allégations qui sont faites sont totalement invérifiables. En tout cas pour la plupart des gens, des occidentaux. Et donc, ça permet de faire des allégations quelconques, et de faire tout passer. En réalité, les sciences médicales et spirituelles de l'Orient sont historiquement très nombreuses, ayant subi beaucoup d'évolutions, parfois même au sein d'un même pays comme la Chine ou l'Inde. Et ce qu'on appelle l'essentialisme oriental est une pratique frauduleuse, trompeuse, qui consiste à prendre l'une de ces doctrines, ou plusieurs, les mélanger, de les simplifier, à l'extrême parfois, de fixer, c'est-à-dire de les présenter comme une doctrine établie qui n'évolue plus, alors que c'est faux, et parfois même de détourner certaines choses pour faire passer d'autres idées. Un exemple, c'est la médecine traditionnelle chinoise, qu'on retrouve parfois un peu partout, chez nous, en Occident. Parfois aussi qualifiée de tibétaine ou autre, pour vendre souvent des produits de soins ou des produits de beauté, mais qui sont en réalité, la grande majorité du temps, sans lien avec la pharmacopée chinoise. Certains sont parfois utilisés, mais pas pour de la pharmacopée, ou parfois des produits qui viennent bien de là-bas, mais qui ne sont pas utilisés là-bas. Le but de tout ça, dans ces cas-là, dans la médecine traditionnelle chinoise, il est purement commercial, il ne faut pas se leurrer. Le but, c'est de vendre des produits. Il n'y a pas d'idée de réellement soigner les gens là derrière. Sauf peut-être de certains vendeurs qui eux-mêmes se seraient fait embobiner. Ça ne doit pas être rare. C'est difficile à dire. En réalité, les affirmations d'une soi-disant philosophie chinoise ou orientale qui serait différente de la façon de raisonner occidentale, qui apporterait d'autres choses,
bien cela c'est faux. C'est totalement faux. La médecine, en Orient, en particulier surtout en Chine, s'est développée très tôt. Et dès l'Antiquité, les médecins chinois ont développé une méthode scientifique rationnelle à l'occidental pour étudier et valider ce qu'ils développaient en médecine. Et par la suite, il y a eu, bien avant l'époque moderne, une forte influence réciproque qui a homogénéisé les connaissances médicales en Chine et en Occident, à travers les jésuites, à travers la route de la soie, etc. En réalité, les rares produits orientaux sont issus non pas de la médecine traditionnelle chinoise, malgré leur titre qu'on leur donne, le titre qu'on leur donne, ils sont plutôt issus de superstitions populaires qui existent, qui sont nombreuses, comme il y en a, et il y en a eu aussi en Occident. Les effets de ces différents produits sont au mieux inexistants, souvent. Parfois aléatoires, dans certains cas même dangereux. Il y a eu quelques cas célèbres de plantes chinoises qui s'étaient avérées relativement toxiques. Dans ce cas-là, dans le cas où il y a des effets aléatoires ou dangereux, vendre ces produits à titre de soin, pour soigner l'une ou l'autre pathologie, même bénigne, devient illégal, parce que ça tombe sous le cadre de l'exercice illégal de la médecine. Il n'empêche que les pratiques sont beaucoup plus fréquentes qu'on pourrait croire. Pas toujours facile à chasser, parce que bien souvent ils prennent bien garde de dire que ce sont des compléments alimentaires ou des soins, mais pas médicaux. Des tonifiants, des produits pour avoir la pêche. C'est ce qui est présenté. Et donc si des inspecteurs viennent, il n'y a rien d'illégal. Mais quand on parle en aparté avec un client, là, vous avez des rhumatismes, j'ai quelque chose de bon pour vous. Là, ça devient d'autre chose. Donc il est parfois très difficile de chasser ces pratiques. C'est très compliqué. Et quand on le fait, souvent on tombe que sur quelques vendeurs, alors qu'ils sont des centaines. Donc c'est pas évident de lutter contre ce phénomène. Voilà, alors le sujet est assez vaste ici pour les stratégies, donc nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.